Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis évidemment extrêmement déçu, à la fois par le temps et puis parce que vous êtes venus si peu nombreux cet après-midi. Évidemment, c'est à chaque fois que le Collège de Méditerranée fait une conférence, à chaque fois la même joie de voir que vous venez nombreux. Il y a un certain nombre de visages dans la salle que je reconnais qui nous suivent de conférence en conférence, d'autres qui viennent parce qu'on est là aujourd'hui au Centre Mère et Colline. Donc vraiment merci beaucoup à tous d'être là cet après-midi. Alors je vais évidemment surtout remercier beaucoup de monde avant de laisser la parole aux conférenciers du jour. Je veux d'abord remercier évidemment le Centre social Mère et Colline parce que c'est la deuxième année d'affilée qu'il nous accueille pour une conférence. Et déjà l'an dernier, il y a eu au moins autant de monde. Donc un grand merci à sa présidente, Jeanne Motalan, à son directeur, Belkacem Medjahed. Un grand merci à toute l'équipe du centre pour nous accueillir aujourd'hui. Alors cette conférence, elle prend place dans un cadre d'un cycle de conférences. Le Collège de Méditerranée, c'est la 8e conférence du Collège de Méditerranée. Vous avez tous pu prendre un programme à l'entrée. Nous aurons une 9e conférence dans un mois à l'Estac, au cinéma L'Alhambra. Ce cycle de conférences, il doit beaucoup d'abord à Thierry Fabre, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, comme à chaque conférence, créateur des rencontres d'Averroès, puisqu'il a été au début de ce projet celui qui l'a aidé à naître. Il doit beaucoup à l'association Des livres comme des idées, qui est l'association qui produit les rencontres d'Averroès, qui produit également le festival Au les beaux jours, qui se tiendra au beau jour du 22 au 27 mai prochain, festival de littérature qui se déroulera à Marseille, et dont plusieurs représentantes sont là aujourd'hui. Merci beaucoup à Fabienne Pavia, à Myriam Chotan, mais je ne veux pas oublier les autres, Julie, Charline aussi, qui sont là, et grâce à qui cette conférence est possible. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, donc, la tolérance andalouse, mythe et réalité. Mythe ou réalité, plutôt mythe et réalité. On va voir ça avec nos conférenciers. C'est une très grande joie d'accueillir aujourd'hui deux historiens éminents. Emmanuel Tixier-Duménil, qui est professeur à l'université Paris X Nanterre, qui est spécialiste de l'histoire d'Al-Andalus. Alors, elle va nous réexpliquer ce qu'est Al-Andalus, mais c'est, pour le dire très vite, la péninsule ibérique à l'époque où elle vivait sous domination islamique et où elle s'est épanouie sous domination islamique. Mais je ne vais pas, évidemment, anticiper ses propos. Elle est en particulier spécialiste des textes géographiques. Elle a publié un livre intitulé « Géographe andalou ». Si cette question vous intéresse, elle est également à l'origine, co-auteur d'une anthologie de textes sur Al-Andalus, publiée avec Brigitte Foulon, en collection de poche chez Garnier-Flammarion. Voilà, pour avoir des textes sur cette époque traduits en langue française. C'est aussi un bel outil, un bel ouvrage, une belle lecture que je vous recommande chaleureusement. Et puis, parce qu'une conférence, au fond, ne remplit son rôle que si elle donne naissance à un débat, il nous faut pour chaque conférence, un ou une discutante, aujourd'hui un discutant, et c'est un rôle important, un rôle charnière, un rôle difficile, et aujourd'hui, nous l'avons confié à un ami et collègue de l'université d'Aix-Marseille, Mohamed Ouerfeli, également historien, spécialiste de l'histoire de la Méditerranée au Moyen-Âge. Il a entre autres nombreuses choses, travaillé sur l'histoire du sucre, la production, la commercialisation du sucre en Méditerranée, voilà, et qui va donc assumer aujourd'hui ce rôle difficile, important, de discussion pour à la fois synthétiser aussi ce que va nous raconter Emmanuel et puis également ouvrir le débat avec vous tous. Comme vous le savez, cet après-midi se partage en deux temps, un temps de conférence et puis un temps de discussion avec vous tous. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à tous, aux conférenciers, au Centre social Mère et Colline et surtout au public d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci d'être venu par cette après-midi pluvieuse. Alors, je vais pas me mettre les coudes, d'accord. Nous allons donc effectivement parler de la tolérance andalouse. Et il est, dans la vie des hommes comme dans celle des idées, des couples assez évidents dont il n'est plus besoin souvent d'expliciter le lien qui les fonde. Et c'est le cas de celui que forme étonnamment aujourd'hui Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne musulmane et la tolérance.
Or, c'est un paradoxe qui fonde ce couple, car l'histoire d'Al-Andalus est toute médiévale. Elle débute en 711, lors de la conquête de l'Hispania visigothique par les armées arabo-berbères, et elle se clôt en 1492 par la chute de Grenade entre les mains des rois catholiques. Quant à la tolérance, c'est précisément un concept qui n'existe pas au Moyen-Âge. Pas plus le mot français que le mot arabe de Tassamour. On pose donc une question parfaitement anachronique quand on se demande si Al-Andalus a été tolérante. Et pourtant, c'est cette question qui revient de manière tout à fait récurrente, non dans la sphère des historiens, mais dans celle des médias et du grand public depuis plusieurs décennies déjà, et de manière encore plus accrue, encore plus accentuée, je dirais, depuis les attentats de 2015. Et deux camps que tout oppose mettent cette question sur le devant de la scène. Ceux qui sont animés des sentiments les plus nobles, qui veulent montrer qu'islam et violence ne sont pas consubstantiellement liés, que l'islam a pu être tolérant, et de l'autre côté, je dirais dans le camp adverse, un camp adverse qui réunit ceux qui veulent absolument prouver que la tolérance n'a jamais été pratiquée, quelle que soit l'époque sous domination islamique, c'est ce second camp qui utilise beaucoup plus souvent le terme de mythe. Ce deuxième camp, dénie à ce monde islamique en quelque sorte la possibilité d'avoir une histoire, l'essentialise, et pour expliquer le présent, convoque des épisodes passés en une sorte d'écrasement du temps. Le mythe se fait ici paradigme, c'est-à-dire qu'on a avec la tolérance andalouse tout à la fois un modèle qui a valeur d'exemplarité et un schéma explicatif qui ne cesse d'alimenter la réflexion. Alors, que peut faire l'historien dans le cadre d'un tel débat ? Première attitude, ce que j'ai fait pendant longtemps, s'en laver totalement les mains et considérer que comme la question est stupide, il est inutile de tenter d'y répondre. On peut aussi allumer des contre-feux et poser toutes sortes de questions stupides. Moi, je trouve qu'on n'insiste pas du tout assez sur l'égalité homme-femme au temps des Carolingiens. Et je considère que la souffrance animale à l'époque de la constitution de l'Empire mongol est un vrai problème. On parle de l'extermination d'un tiers de la population iranienne, mais on ne dit rien du sort qui a été fait aux chameaux, aux chevaux, etc. Donc, des questions stupides, on peut en poser. Et on a longtemps cru qu'il ne fallait même pas s'immiscer dans ce débat. Mais la posture est de moins en moins satisfaisante, car de toute façon, les gens continuent de s'écharper sur la question de la tolérance andalouse. Il suffit d'aller sur Internet pour s'en convaincre. Attendez-vous au pire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font au nom de l'histoire. Et chacun assène ses arguments comme une massue, au nom de preuves irréfutables. Et on va chercher dans les sources des bouts de phrases qui vont dans le sens de la thèse défendue. Je suis donc arrivée à la conclusion que si l'historien a un rôle à jouer dans ce débat, précisément parce que les enjeux politiques et sociaux sont essentiels en ce moment, maintenant, un moment où il semblerait qu'en France, une partie, en tout cas pour une partie de l'opinion, qu'une partie de l'opinion soit tout à fait obsédée par l'islam. Il n'est question que de ça. Moi, je rêve d'une guerre horrible, sanglante, sordide avec le Danemark, et qui serait l'occasion pour les historiens d'exhumer tous les textes sur les horribles vikings, et là, on pourrait véritablement instrumentaliser les textes médiévaux. Donc, l'historien doit prendre part dans ce débat, il doit le faire avec ses méthodes, en faisant ce qu'il sait faire, c'est-à-dire en plantant un décor, en restituant un contexte auquel, généralement, les polémistes ne prêtent que rarement attention. Et puis, l'historien peut aussi faire de l'historiographie, c'est-à-dire de l'histoire de l'écriture de l'histoire, et essayer de comprendre quand et dans quel contexte est apparu ce motif de la tolérance andalouse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons faire ensemble moins de l'histoire médiévale que de l'histoire moderne et contemporaine pour traquer ce motif de la tolérance andalouse, pour savoir quand il est né, quand il s'est imposé. Commençons toutefois par planter le décor et présenter en quelques lignes l'histoire de la péninsule ibérique sous domination musulmane. Alors j'ai des cartes qui font très très scolaire. Alors cette histoire commence en 711. La conquête islamique de l'Espagne est à remettre
dans celui beaucoup plus large de la constitution d'un empire, dès la mort de Mohamed, qu'on va peut-être arrêter d'appeler Mahomet, hein, c'est quand même beaucoup plus simple de lui donner le même nom que le voisin de palier, en 632, et à partir de la création du califat. Les premiers califes, pour faire l'unité des Arabes, s'attaquent aux deux empires voisins, l'empire byzantin et l'empire perse sassanide. Le premier, l'Empire byzantin, se voit amputé de ses riches provinces d'Égypte et de Syrie dans les années 630-640, tandis que le second, l'Empire perse, disparaît dans les oubliettes de l'histoire, à l'issue d'une existence millénaire. La première dynastie de l'histoire de l'islam, celle des Omeyyades, reprend le mouvement des conquêtes dès les années 670. À l'est, les armées islamiques conquièrent de nombreux territoires, arrivent jusqu'à l'Indus. Au nord, elles échouent à prendre Constantinople. Et à l'ouest commence la difficile et longue conquête de l'Afrique du Nord entre 670 et 710. En 711, une armée principalement composée de berbères tout juste islamisés passe le détroit et à sa tête un berbère, Tariq ibn Ziyad, qui arrive sur le rocher qui va prendre son nom, Djebel Tariq, Gibraltar. Il faut moins d'une dizaine d'années pour pacifier l'Hispania qui devient Al-Andalus. La capitale est fixée à Cordoue. Alors, en 750, en Orient, la dynastie califale des Omeyyades de Damas est renversée au profit d'une autre dynastie arabe, celle des Abbassides, qui établiront une décennie plus tard leur capitale à Bagdad. Un prince omeyyade réchappe du massacre de sa famille en Orient et galope pour se mettre au plus loin de ses adversaires abbassides. Il se réfugie en Al-Andalus en 756 et fonde l'émirat omeyyade de Cordoue. Et c'est présenté dans les sources omeyyades comme la véritable naissance d'Al-Andalus. Al-Andalus qui est, à partir de la présence des Omeyyades, présenté comme une île arabe entre chrétienté et Maghreb. Comme partout ailleurs dans l'Empire, les musulmans sont une toute petite minorité et on laisse aux populations conquises la possibilité d'exercer leur culte, moyennement le paiement d'un impôt plus lourd que celui dont s'acquittent les musulmans. Et ces populations qui forment l'immense majorité des habitants de l'Empire sont appelés des dhimmi, des protégés du pouvoir. Et ils sont, à l'échelle de l'Empire, majoritaires, au moins jusqu'au Xe siècle, peut-être jusqu'au XIe siècle, et avec de grandes disparités selon les régions. Les conquêtes islamiques ne sont pas des guerres de conversion, ce sont des entreprises de conquête politique et économique, de domination. On a toujours cet exemple qu'on redonne toujours aux étudiants d'un gouverneur arabe de Bazirak qui interdit au 7e siècle aux populations chrétiennes nestoriennes de se convertir à l'islam, parce que si elles se convertissent, elles paient moins d'impôts. Et donc, tous les fantasmes qu'on voit sur les sites d'extrême droite avec ces horribles musulmans qui vont tous nous obliger à nous convertir, c'est évidemment une fiction. En aucun cas, les populations, et ça c'est important de le dire, parce que, je vous le disais, il y a un lien très net qui est fait entre la tolérance et Al-Andalus, en aucun cas, les populations de l'ancienne Hispania ne sont traitées autrement que celles de la Syrie, de l'Égypte ou d'autres terres. Ce sont le plus souvent les élites locales qui se convertissent les premières pour rester au plus près du pouvoir. On a l'exemple d'une princesse, Sarah la Goth, qui a fait à peu près 6 ou 7 mariages successifs et chaque fois, donc, elle passe du Visigoth, fils de roi, au prince omeyyade. Ou celle des comtes Cassius qui deviennent les Banu Qassi. L'Empire islamique fait donc l'expérience, dès son avènement, dès sa création, de la gestion de populations pluriconfessionnelles. Alors, on a coutume de diviser l'histoire d'Al-Andalus en 4 grandes périodes que j'ai énumérées là. Le temps des Omeyyades, donc qui commence dès 711 parce que les Omeyyades règnent à Damas et sur tout l'ensemble du monde islamique quand l'Hispania est conquise, et ça dure jusqu'en 1031, avec une première période qui est celle de l'émirat omeyyade de Cordoue, 756-929, une seconde, à partir de 929, Abdelrahman III proclame le califat. On parle donc du califat omeyyade de Cordoue, qui dure jusqu'en 1031. Pour vous donner juste, je reviendrai sur ces 4 grandes périodes. Nous avons donc, au Xe siècle, 3 grands califats. Le califat historique des Abbassides, qui s'étend essentiellement sur l'Irak et l'Iran. Le califat fatimide, chiite,
proclamé à Kairouan en 909 et dont la capitale est ensuite le Caire, et le califat omeyyade de Cordoue. Ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on lit parfois, un affaiblissement de ce monde islamique, parce qu'il y aurait donc division en 3 califats d'un empire auparavant unique, mais au contraire, multiplication des forces et présence donc de 3 califats extrêmement puissants. Une deuxième période qu'on appelle le temps des taïfas et qui couvre tout le XIe siècle. C'est une période où l'unité de la péninsule, l'unité califale, a fait long feu. Il y a une vingtaine de principautés qui se partagent le territoire d'Al-Andalus, qui passent leur temps à se faire mutuellement la guerre et qui ont la très mauvaise idée de recruter des soldats castillans et aragonais dans leurs guerres internes, ce qui fait que ces castillans et ces aragonais considèrent assez rapidement, c'est-à-dire dès les années 1060, qu'il est beaucoup plus simple de conquérir des terres pour leur propre compte. Ce siècle se clôt par la prise de Tolède, la chute de Tolède, de la taïfa andalouse de Tolède, entre les mains d'Alphonse VI de Castille. Ce qui entraîne l'arrivée dans la péninsule de Berbères, venus d'Afrique du Nord, avec notamment l'arrivée des Almoravides dans les années 1090, qui vont écraser Alphonse VI de Castille et qui vont repousser un temps les assauts de la Reconquista. Les empires berbères, car il y a ensuite les Almohades, donc après les Almoravides, les Almohades, et cela nous amène au milieu du XIIIe siècle. Au milieu du XIIIe siècle, toutes les grandes villes d'Al-Andalus, Cordoue, Séville, Valence, tombent entre les mains des chrétiens, principalement des Castillans et des Aragonais. Et il ne reste plus que le petit royaume nasride de Grenade. Et la dernière période d'Al-Andalus, donc sur un périmètre évidemment beaucoup plus restreint, c'est celle de la domination des Nasrides à Grenade entre 1232 et 1492. L'étonnante survie de ce petit royaume tient d'abord à l'aide apportée par les Mérinides de Fès, mais surtout aux rivalités entre Castillans et Aragonais. C'est-à-dire que jamais la Castille ne laissera l'Aragon prendre Grenade et vice-versa. Jusqu'au jour où l'héritier de l'Aragon épouse l'héritière de Castille, 1469, les rois catholiques, et là, pour Grenade, les carottes sont cuites. 1480, c'est le début du siège de Grenade. 1492, la bannière de Saint-Jacques, Saint-Jacques Matamor, Saint-Jacques tueur de morts, flotte sur l'Alhambra. C'est la clôture de l'histoire d'Al-Andalus. C'est la particularité d'Al-Andalus par rapport aux autres terres du Dar al-Islam. C'est une histoire, je vous le disais, toute médiévale qui se clôt donc à la fin du XVe siècle. Alors, considérons maintenant l'autre partie du couple, c'est-à-dire le concept de tolérance. C'est une notion particulièrement intéressante car elle est un peu au croisement de la morale et du droit, ce qui la rend riche de sens parfois contradictoires. Et elle n'a pas revêtu les mêmes sens à toutes les époques. Et il y a bien à cet égard une histoire de la tolérance, dont il faut analyser quelques moments clés. Dans la langue française, le mot s'impose véritablement au XVIe siècle, au moment des guerres qui opposent les catholiques aux protestants. Et Arlette Johanna, dans un ouvrage consacré aux guerres de religion en France, précise que la tolérance, je cite, est dans la France du XVIe siècle l'acceptation au moins provisoire de la dualité religieuse issue de la Réforme pour des motifs politiques ou spirituels. La tolérance est ici civile et le but est d'assurer la paix publique et l'autorité de l'État. En fait, on a bien essayé de tuer tous les protestants, notamment lors de la Saint-Barthélemy, mais ça ne marche pas. Cette mauvaise herbe repousse en permanence. Donc, on élabore la tolérance pour considérer que les gens peuvent être de mauvais sujets religieux, mais de bons sujets politiques, et qu'il faut, de ce fait, tolérer leur présence dans le corps de la société. Le mot « tolérer », vous le voyez, a ici un sens nettement péjoratif, de la façon que nous tolérons une rage de dents. Il s'agit de supporter ce que l'on ne peut éradiquer. On tolère en attendant le retour à l'unité religieuse, c'est-à-dire la disparition du protestantisme. Et l'étymologie témoigne de ce sens négatif. Le latin tolerare renvoie au fait de porter, de supporter un fardeau physique. Alors, le sens positif va mettre du temps à s'affirmer tout au long du XVIIe siècle et s'accroît évidemment avec le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle, au point de devenir l'une des valeurs phares
de l'esprit philosophique, avec le sens d'ouverture religieuse et d'acceptation d'une autre croyance. Et cette nouvelle définition, cette définition positive de la tolérance, s'impose auprès d'une large partie des élites dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et sa diffusion dans toute l'Europe profite du succès politique du despotisme éclairé. Le concept de tolérance est d'ailleurs principalement porté par le déisme, un courant qui postule la supériorité de la religion naturelle et qui considère que toutes les religions révélées se valent. Aucune ne peut prétendre à la supériorité et toute tentative en ce sens serait perçue comme du fanatisme. La tolérance doit donc s'exercer à l'égard de tous, comme l'écrivent Rousseau et surtout, bien sûr, Voltaire, avec le traité de la tolérance en 1763. Un élément intéressant, jusqu'en 2015, il y a 10 000 exemplaires par an qui se vendent du traité sur la tolérance de Voltaire. Après les attentats, 200 000. Donc c'est assez intéressant de voir le raccourci qui est fait. C'est assez stupéfiant. Le traité sur la tolérance qui est évidemment rédigé au moment de l'affaire Calas, où Voltaire entend restaurer l'honneur d'un protestant qui est accusé d'avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme. On passe donc de la tolérance conçue comme un mal enduré à une définition beaucoup plus positive. Et pour la plupart des historiens modernistes, c'est le signe de l'entrée dans la modernité politique. Donc, vous voyez toute l'inanité de poser la question d'une tolérance au Moyen-Âge. C'est véritablement un concept qui naît avec la modernité. Alors, l'Espagne des morts, cette Espagne dont l'histoire se clôt à la fin du XVe siècle, tombe complètement dans les limbes de l'oubli, mais connaît une amorce de renaissance au XVIIIe siècle, lorsque les philosophes des Lumières exhument une part de son histoire qui leur permet de stigmatiser l'Espagne catholique et monarchique. Vous avez là une sorte de brûlot, qui est l'article Espagne de l'encyclopédie, la première édition de l'encyclopédie, par le chevalier de Jaucourt. Sous Philippe III, la grandeur espagnole ne fut qu'un vaste corps sans substance, qui avait plus de réputation que de force. Ce prince ternit son règne par la superstition, ce vice des âmes faibles, par les nombreuses colonies qu'il fit transférer au Nouveau Monde, et en chassant de ses États près de 800 000 morts, tandis qu'il aurait dû, au contraire, le peupler d'un pareil nombre de sujets. Il finit ses jours en 1621. Philippe IV, héritier de la faiblesse de son père, perdit le Portugal par négligence, le Roussillon par la faiblesse de ses armes et la Catalogne par l'abus du despotisme. Il mourut en 1665. Enfin, l'Inquisition, les moines et la fierté oisive de ses habitants ont fait passer en d'autres mains les richesses du Nouveau Monde. Ainsi, ce beau royaume, et là ce beau royaume c'est Al-Andalus, qui imprima jadis tant de terreur à l'Europe, donc c'est Al-Andalus, est tombé par gradation dans une décadence dont il aura de la peine à se relever. C'est l'expulsion des morisques au début du XVIIe siècle, pour les philosophes des Lumières, qui explique l'arriération économique de l'Espagne au XVIIIe siècle, d'un pays qui a préféré les chimères impériales et l'amour fanatique de Dieu, disent-ils, au progrès et à la raison. Et les Morisques, donc, qui sont ces autres Indiens, sous la plume des philosophes des Lumières, sont les seuls morts de cette histoire. C'est-à-dire qu'Al-Andalus n'apparaît que indirectement. Seuls donc leurs descendants déchus méritent de figurer dans un tableau qui se veut d'abord une charge contre l'Espagne catholique. Au même moment, on découvre les sources arabes, principalement grâce à des diplomates comme Dominique Cardone, qui a grandi dans l'Empire ottoman et qui fait paraître en 1765 une histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes, en 3 volumes. Louis de Chénier, 2 décennies plus tard, dans les années 1785, enrichit cette histoire des sources arabes qu'il a pu consulter au Maghreb. Un autre personnage, mais alors vraiment à l'extrême fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution, Clarisse de Florian, clôt le panorama du XVIIIe siècle finissant, avec un ouvrage assez étonnant,
qui paraît en 1791, qui est un récit romancé des amours du grand capitaine castillan des guerres d'Italie, Gonzalve de Cordoue, et de Zulema, fille de l'avant-dernier roi de Grenade. C'est une bleuette, l'histoire n'est pas d'un grand intérêt. En revanche, son texte est précédé de 200 pages d'une introduction intitulée « Précis historique sur les morts ». Et là, la notion de tolérance fait une timide première apparition. Je cite, « Il faut observer que ces morts, que plusieurs historiens nous présentent comme des barbares altérés de sang, laissèrent au peuple vaincu leur culte, leurs églises et leurs juges. » Et plus loin, cette phrase tout à fait représentative, à propos d'Abdelrahman Ier, il fit plus de mal à la religion par sa prudente tolérance qu'il n'en eût fait par une cruelle rigueur. Alors, les grands absents de ce tout premier récit de la tolérance, ce sont bien sûr les Juifs, qui sont l'élément essentiel du paradigme actuel, du paradigme de la coexistence des trois religions. Étonnamment, ce sont les Lumières allemandes, l'Aufklärung, son versant juif, la Haskalah, qui font entrer les Juifs dans cette histoire, reprenant le très vieux thème de l'attachement des Juifs séfarades à leur patrie espagnole. Les figures essentielles sont celles de Moïse Mendelssohn, qui est appelé le deuxième Moïse, le troisième, pardon, le premier c'est Moïse, le deuxième c'est Maïmonide et le troisième c'est Mendelssohn. Et avec son ami, le pasteur Lessing, il contribue également à ouvrir la voie d'une réflexion sur la tolérance andalouse. C'est essentiellement à leurs successeurs, à la génération d'après, à la Wissenschaft des Judentums, la science du judaïsme, au XIXe siècle, qui sont les tenants d'un savoir moderne, scientifique, historique sur l'histoire des Juifs. C'est à eux que revient l'intronisation de l'Espagne musulmane comme haut lieu de la tolérance dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et ça, on oublie très souvent que ce thème de la tolérance andalouse, c'est une invention des Juifs allemands du XIXe siècle. C'est notamment l'œuvre d'Heinrich Graetz. Je trouvais des photos, parce que pour illustrer la tolérance andalouse, c'est quand même vachement difficile. Donc, Heinrich Graetz, qui, vous le voyez dans son ouvrage, reprend le portrait de Mendelssohn. Heinrich Graetz, 1817-1891, qui popularise le thème d'un âge d'or andalou, ou plus justement espagnol, pour le judaïsme médiéval, dans sa monumentale Histoire des Juifs, publiée entre 1853 et 1875. L'Espagne, écrit-il, musulmane comme chrétienne, fut un paradis pour les Juifs jusqu'au XIIe siècle. Puis, tout dégénéra en raison de l'idéologie fanatique des Berbères almohades au sud et de la réforme grégorienne et de la christianisation des pouvoirs au nord. Mais Graetz fait pourtant des Juifs espagnols, d'Al-Andalus ou de l'Espagne chrétienne, des privilégiés en comparaison de ce que subissent leurs coreligionnaires d'Europe occidentale et orientale à cause des croisades. Graetz écrit en un temps, la fin du XIXe siècle, où l'islam n'est en rien un enjeu. Ce qu'il est en revanche, c'est la question de l'intégration des Juifs dans les sociétés européennes et les formes qu'elle peut prendre. Ses écrits sont contemporains de l'épilogue du long combat pour l'émancipation des Juifs dans l'espace germanique, laquelle, je vous le rappelle, ne fut acquise qu'en 1871. C'est-à-dire que jusqu'en 1871, les Juifs ne sont pas des citoyens dans cet espace germanique, c'est-à-dire presque 100 ans après la France. Et l'exemple espagnol est un précédent d'intégration des Juifs dans une société majoritairement non juive par le jeu de l'acculturation, au sens positif du terme, qui permet une régénération et un renforcement de la culture, mais aussi de la religion juive. De cette terre d'accueil dont ils furent aussi les enfants, ils contribuèrent à accroître le prestige grâce à leur puissante contribution au rayonnement culturel, très exactement comme en Allemagne depuis l'Aufklärung et ce que prenait l'icône du dialogue judéo-allemand Mendelssohn. Dans les deux cas, l'appartenance au judaïsme n'a pas à être reniée, souligne Graetz. La possibilité même de pratiquer sa religion témoigne de l'ouverture et de la richesse culturelle des sociétés d'accueil dont on adopte la langue, l'arabe en Al-Andalus, l'allemand dans l'espace
germanique. Le maître, c'est Maïmonide, la filiation est aristotélicienne et philosophique. Le rejet de la Kabbale, pourtant d'origine espagnole également, mais des courants mystiques et ésotériques, ainsi que du messianisme, considérés comme contraires à la raison, font écho au débat qui traverse alors le monde juif. Et Maïmonide, ancêtre des Lumières, est une figure tutélaire, nécessaire, et ce dans un contexte où les juifs allemands étaient convaincus de la supériorité des séfarades sur les ashkénazes. Pour ces juifs allemands, les ashkénazes, c'est quelques paysans polonais, enfin beaucoup de paysans polonais, mais toutes les élites juives d'Allemagne sont considérées comme séfarades. Le paradigme andalou, tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc vous avez vu qu'on a introduit la culture, les souverains éclairés, puis les Juifs, ce paradigme tel que nous le connaissons aujourd'hui se constitue donc au XIXe siècle. Les souverains andalous sont présentés jusqu'au XIIe siècle comme de grands princes lettrés, ouverts aux autres cultures, car conscients qu'elles servaient leur rayonnement. Le lien est clairement montré entre tolérance et savoir, entre ouverture et science, ainsi que le concevaient les hommes des Lumières et leurs héritiers. Il manque encore quelques ingrédients essentiels, cela même que le couple tolérance-savoir exclut par définition, à savoir le peuple, ce qui dans une certaine mesure revient au même, les chrétiens. Le pas n'est pas encore franchi qui aboutit à la conceptualisation d'une culture du vivre ensemble, d'une coexistence fraternelle de tous, et c'est l'élaboration d'une conscience nationale espagnole au long du XIXe siècle, mais surtout dans la première moitié du XXe siècle, qui va amener progressivement au paradigme des trois cultures, qui va progressivement remplacer celui des trois religions. On pense notamment à la magistrale polémique qui opposa deux Espagnols, Américo Castro et Sánchez Albornoz. Là aussi, j'ai trouvé des photos. Américo Castro, donc, ce sont tous les deux de très grands opposants au régime franquiste. Je vous montre l'autre, fait plus austère. Malgré leur commune opposition au régime franquiste, leur vie d'exil, l'ambition de leurs propos, Américo Castro et Claudio Sánchez Albornoz incarnent deux systèmes de pensée radicalement différents, deux approches du passé diamétralement opposées. Castro est un spécialiste de la littérature espagnole du siècle d'or, l'un des plus grands et des plus brillants de cette époque. En 1936, il quitte l'Espagne pour l'Amérique latine, puis les États-Unis, où il enseigne notamment à Princeton. Et en 1948, il publie à Mexico un ouvrage intitulé España en su historia, Cristianos, Moros y Judíos, inlassablement repris, remanié, qui deviendra en 1954 la réalité historique de l'Espagne. Sa sensibilité littéraire le porte vers l'analyse de ce qui constitue à ses yeux l'âme des nations, c'est-à-dire sa langue. Prodigieux connaissance de la littérature espagnole, tout autant d'ailleurs que patriote convaincu et blessé par la guerre civile, il décide donc à plus de 50 ans, et à l'occasion de l'écriture d'un ouvrage sur la littérature du XVIe siècle, de revisiter totalement l'histoire de la péninsule. Et il remet radicalement en cause les interprétations nationalistes de son temps. Et il pointe ce qui, dans les œuvres majeures de la littérature espagnole, au premier rang desquelles le Quichotte, ce qui témoigne de l'influence des cultures juives et musulmanes. Et c'est là que réside la grande thèse de Castro. Ce n'est pas la terre qui fait le peuple, mais la façon dont il se pense dans sa langue et dans son histoire. Or, la littérature, les mots de la langue espagnole sont le fruit d'une histoire, celle de la coexistence au Moyen-Âge entre juifs, chrétiens et musulmans. C'est cette symbiose, cette convivencia qui dont le terme d'ailleurs dont on lui attribue la paternité, qui a fait l'Espagne. Et l'Espagne est ce qu'elle est, et on a écrit Don Quichotte parce que précisément il y a eu cette histoire médiévale faite de convivencia, de coexistence. C'est une vision du passé qui réintègre totalement les vaincus, les morts, dans l'histoire nationale, dont ils sont également les fils. Et si l'Espagne chrétienne, dit-il, du moins jusqu'à la seconde moitié du XIVe siècle, les massacres commencent dans les années 1390, si l'Espagne fut tolérante, elle le doit à son passé andalou. Et dit-il, deux explications à ça, l'islam
est fondamentalement une religion tolérante, car elle naît d'un syncrétisme, elle se fiche totalement du dogme au bénéfice de la praxis. Et dans les faits, dit-il, l'islam a eu géré dès son avènement une diversité confessionnelle. Alors cette thèse fait évidemment bondir certains intellectuels espagnols, dont Claudio Sánchez Albornoz, historien proche des annales, député, ministre, ambassadeur sous la République, et il réplique avec véhémence à Castro dès 1953 et surtout en 1956 dans un ouvrage intitulé España, un enigma histórico. Spécialiste d'histoire économique, chantre de l'histoire du peuple et de la longue durée, il prétend au contraire que l'Espagne existait déjà avec les Ibères, que les invasions multiples ont toujours été digérées et assimilées par le peuple hispanique et que seules les élites ont été touchées par l'islam, de la même façon que seules les élites ont été séduites par Napoléon lors de l'invasion de l'Espagne. Pour Sánchez Albornoz, et là il est d'accord avec Castro, la présence des musulmans et des juifs a façonné l'Espagne. Mais, dit-il, ce fut un terrible handicap. Le constant combat que fut la reconquista chrétienne a sans cesse mobilisé les âmes et les corps, a accaparé les Espagnols, les a détournés du développement économique qui était alors celui des autres pays européens. Et l'analyse objective de l'historien qu'il revendique s'écaille sérieusement dans les lignes qu'il consacre aux Juifs d'Espagne. Usuriers, mais jamais entrepreneurs ou investisseurs, ils ont vécu sur la misère du peuple, ce qui devait inévitablement conduire aux flambées de haine. D'une certaine façon, ils l'ont bien cherché. Quand je pense que c'est Sánchez Albornoz qu'on nous donne toujours en exemple, en disant qu'il était proche des annales, etc., les thèses sont absolument terribles. Il va plus loin, les Espagnols auraient dû expulser les Juifs bien plus tôt, à l'instar de ce que furent les Anglais, qui ainsi ont pu recouvrer la maîtrise des activités de banque et de commerce, clé de l'essor économique. De plus, dit-il, l'expulsion de 1492 coïncida avec le début de l'aventure américaine qui mobilisa toutes les énergies dans une nouvelle entreprise de conquête, de guerre, et c'est ainsi que l'Espagne passa à côté de son entrée dans la modernité. Tous les penseurs postérieurs se positionnent dans ce débat pendant une vingtaine d'années. Après, dans l'Espagne post-franquiste, bientôt accueillie au sein de la communauté européenne, les héritiers de Castro et de Sánchez Albornoz ont dépassionné un débat dont les enjeux étaient plus du tout les mêmes. Étonnamment, le concept de convivencia fit cependant des émules hors du territoire péninsulaire et trouva une nouvelle vie dans des contextes bien différents de celui qu'il avait vu naître. Les réappropriations ou les démolitions du paradigme andalou qu'on nomme de plus en plus le mythe, et qui repose essentiellement sur la tolérance, sont indissociables évidemment de la création puis de l'existence d'Israël, de la décolonisation, de la montée du fondalisme musulman et du monde post-11 septembre. Et je vais parcourir vraiment très très au galop cette dernière période. Le plus intéressant, je trouve, dans ce moment de notre parcours historiographique, c'est la rupture désormais très nette entre les travaux d'historiens spécialistes d'Al-Andalus, lesquels savent très bien que la tolérance, pas plus d'ailleurs que l'intolérance, ne figure dans les sources, et les autres. Les autres, ce sont bien sûr les polémistes de tout poil, mais ce sont aussi les historiens qui s'intéressent aux minorités et, étonnamment, les historiens modernistes. C'est-à-dire que les historiens modernistes, ceux qui travaillent sur l'histoire moderne, une période qui s'ouvre avec la clôture du Moyen-Âge et qui va jusqu'à la Révolution française, les historiens modernistes travaillant sur l'Espagne se sont intéressés précisément à l'expulsion des Morisques ou aux Maranes, c'est-à-dire aux populations juives qui sont cachées en Al-Andalus. Et donc, ils sont en quelque sorte sensibilisés, à cause de cette fréquentation des Maranes et des Morisques, à la question des Juifs et des musulmans et des chrétiens en Al-Andalus. Et étonnamment, dans un certain nombre d'ouvrages historiques, c'est à eux qu'on demande d'écrire les chapitres sur la période médiévale. Et ils refont une histoire de ces communautés au Moyen-Âge, très souvent en ignorant largement le contexte politique, économique, social, ce qui contribue à essentialiser ces communautés et ce qui contribue également à accorder beaucoup plus de poids et d'écho à ce thème de la tolérance. Autre évolution, je vous le disais tout à l'heure, dans la seconde moitié du XXe siècle,
Aux États-Unis comme en Europe, on passe de l'Espagne des trois religions à l'Espagne des trois cultures. Ce sont les cultural studies américaines, à partir des années 70, qui ont joué un rôle moteur dans la revivification du vieux thème de la tolérance andalouse. Et la convivencia est même investie d'un sens tout à fait nouveau et érigée en précédent du multiculturalisme américain. En Europe, l'écho est d'autant plus important que le contexte est celui de la décolonisation et de l'invention de nouveaux types de rapports entre rive nord et rive sud, la pensée des deux rives, l'esprit de Cordoue, la culture de la tolérance, sont ainsi étudiés à travers le prisme de certains auteurs, Maïmonide et Averroès au premier rang, qu'on montre très souvent main dans la main, mangeant des loukoums à la rose sous les orangers, ou de quelques lieux emblématiques. Le plus bel exemple, donc, est celui des rencontres d'Averroès. Je me permets de vous rendre hommage, organisé donc à l'initiative de Thierry Fabre à Marseille, et qui donnèrent naissance à un ouvrage autour d'Averroès, l'héritage andalou, réédité en 2003 et qui célèbre justement la pensée des deux rives. Ouvrage qui témoigne d'une volonté clairement affirmée de réfléchir sur le vivre ensemble contemporain à partir du paradigme andalou. Et la pratique de la comparaison anachronique est ici clairement assumée, contrairement à ce qu'on trouve sous la plume des polémistes. En réponse, cette pratique de la comparaison anachronique répond donc à l'invitation de Jacques Berck, appelant à des Andalousies toujours recommencées, dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés et l'inlassable espérance. Et c'est avec lucidité que les châteaux en Espagne de la tolérance andalouse sont envisagés, déconstruits, rebâtis sur des fondations contemporaines. Et Alain de Libera écrit, je le cite, « L'équivoque notion du modèle andalou n'est pas pour nous une valeur refuge, une image pieuse offerte à la nostalgie, pour illustrer l'âge d'or de la coexistence entre les trois communautés issues du livre, c'est un moyen de lutter contre l'occultation, une manière de pointer à la fois l'existence d'une dette impensée et d'un héritage oublié. » Puis il y a un très beau texte, il y en a beaucoup de très beaux, mais je pense notamment au texte lumineux d'Elias Sambar, renouer avec ses sources, renoncer à la nostalgie, qui est absolument magnifique. Alors, aux États-Unis, c'est le développement donc des cultural studies, je vous le disais, et sa grande figure, sa grande prêtresse est Rosa Menocal, 1953-2012, professeure à l'université de Yale, spécialiste de littérature romane, auteur de l'Andalousie arabe, dans sa traduction française, une culture de la tolérance. Je reprends ce titre français parce qu'il y a tolérance dans le sous-titre, paru en 2001 aux États-Unis, en 2003 en France. C'est alors pour beaucoup de gens le contre-feu idéal à la diffusion de la thèse du choc des civilisations, popularisé par Samuel Huntington dans The Clash of Civilization dès 1996. Et le but de Menocal est de montrer que l'islam peut être tolérant, ou du moins qu'il l'a été. Ce qui, dans une pensée qui crédite rarement le monde islamique d'une histoire, revient à peu près au même. Elle revivifie le mythe de la tolérance en assumant ce qu'il constitue comme paradigme. Je vous lis sa phrase. « J'ai tenté de dépeindre l'histoire d'une culture qui a survécu à la destruction du califat de l'époque de Roswitha de Gandersheim. » Donc ça, c'est une chanoinesse, auteure de textes de théâtre du Xe siècle. « D'une culture qui a engendré des siècles plus tard le tombeau de Saint-Ferdinand et à laquelle certaines synagogues new-yorkaises du XIXe siècle doivent leur ère mauresque. » Donc là aussi, les raccourcis historiques sont... Étonnamment, son propos, sa démarche, sont d'un parfait classicisme. Son postulat n'est rien d'autre que celui qui innerve en profondeur les Lumières. La différence, la pluralité religieuse constituent un cadre essentiel, propice à l'épanouissement du savoir et de la science. C'est le principe même, dit-elle, la coexistence même de plusieurs religions, de plusieurs communautés, de plusieurs systèmes de pensée à l'échelle de l'Espagne musulmane au Moyen-Âge qui fournit le cadre indispensable à l'épanouissement du savoir. Les lettrés, évidemment, constituent le cœur de son ouvrage. Et la thèse satisfait même les tenants d'une consubstantialité entre Europe et tolérance, puisque ces Andalous sont présentés certes comme le fruit d'un croisement tout à fait fécond entre islam et Europe, mais ils sont d'abord, pour elle, des hispaniques. Et c'est là que le raisonnement pêche.
tolérante ou pas, Al-Andalus a strictement le même fonctionnement que les autres terres d'islam pendant une longue partie de son histoire, du 8e au 12e au moins. Elle n'est en rien une exception à l'échelle du monde islamique. Et on a l'impression que sous la plume de Ménocal, les Andalous sont des musulmans qui ont une immense vertu, c'est qu'ils sont européens. Ils ont deux vertus, ils sont morts et ils sont européens. Donc, ils sont tout à fait utilisables. Al-Andalus, sous sa plume, est une véritable utopie, au premier sens du terme. Elle est persuadée de pourfendre les préjugés qui nient les racines arabes et juives de la culture européenne, ce qu'Américo Castro avait fait avec bien plus de maestria avant elle, dans un contexte bien plus difficile. Mais Ménocal arrive au résultat strictement inverse. Juifs et musulmans sont strictement dépouillés de tout ce qui pouvait faire d'eux des juifs et des musulmans, au profit d'une hypothétique identité exclusivement culturelle, qui est à la fois andalouse, hispanique, européenne. Ils ont, je vous le disais, l'avantage d'avoir disparu depuis longtemps et d'avoir été des Européens. Mais en même temps, c'est là que réside la force du paradigme andalou, qui se régénère au gré des contextes. C'est qu'à chaque fois, on donne un sens différent. Donc des Arabes morts, européens, qui pratiquent la philosophie et la poésie, qui boivent du vin, qui célèbrent l'amour des femmes et des éphèbes, sont trouvés tout à fait dignes de figurer dans la galerie des ancêtres de l'Occident. C'est ceux-là qu'on veut, c'est pas les autres. Du moment... alors, ils sont considérés comme dignes de figurer dans le panthéon des ancêtres occidentaux, du moins pour ceux, et j'ai malheureusement l'impression qu'ils sont de moins en moins nombreux, du moins aux yeux de ceux pour qui la tolérance reste une valeur. Ce qui, en ces débuts du XXIe siècle, n'est vraiment pas forcément le cas pour tout le monde. Et malgré l'incroyable édulcoration qu'on retrouve sous la plume de Ménocal, nombreux sont ceux qui trouvent que cette identité andalouse factice est encore trop teintée d'arabité et d'islam pour figurer au panthéon des Occidentaux. Ce sont bien sûr les partisans du choc des civilisations, de l'amertume de l'histoire, et ce sont eux, bien évidemment, qui évoquent le mythe. Ils sont nombreux à l'instar notamment... Bon, alors là, c'est pas du tout le cas, Youssef Chahine, c'était... Alors, quand on cherche, bien sûr, sur Internet, on a des sites d'extrême droite assez inouïs. Donc, tous, bien sûr, sont de vrais historiens, bien sûr, contre les faux historiens. Donc, site de réinformation historique, toute l'histoire, rien que l'histoire, en dehors des mythes et de la pensée unique. Et là, vous êtes sûr qu'Al-Andalus a une place importante. Brisons le mythe, Christ roi, Semper Fidelis, et je vous laisse les autres. Vous avez aussi, on trouve toutes sortes de choses. Donc d'un abbé, à la lecture de ces quelques sourates de paix, d'amour et de tolérance, le Coran apparaît comme un manuel terroriste pour que s'étende le règne du démon aux dépens du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Fanjoul, je reviendrai. On a aussi des choses très drôles. Une même passion, l'islam, Hitler et Mélenchon, c'est bien connu. Là, on devrait lui mettre une moustache à Mélenchon. Il y aurait peut-être une... Ouais. Voilà, donc ça, ce sont les mêmes. Ce sont tous les gens qui... Bien sûr, magnifique presse, bien sûr, valeurs actuelles, notre histoire massacrée. Bon, là, ils disent pas trop que le tableau est allemand, parce que c'est pas génial. Bon, enfin bref, on trouve toutes sortes de choses. Et puis, alors des gens qui ont une véritable audience dans le milieu scientifique. Sérafine Fanjoul, Al-Andalus, l'invention d'un mythe. C'est la reprise de deux ouvrages qu'il a publiés dans les années 2000. Al-Andalus contre l'Espagne, la force du mythe, en 2000. Et La chimère d'Al-Andalus, en 2004. Dans les versions espagnoles, réédité cette année dans toutes les bonnes librairies. Sérafine Fanjoul est né en 1945, c'est l'ancien directeur du Centre culturel hispanique du Caire. C'est un arabisant. Et donc, il s'abrite derrière sa grande connaissance des textes arabes pour faire une histoire ahurissante, c'est-à-dire qu'il va prendre des petits bouts tronqués à droite et à gauche pour montrer étonnamment que la tolérance n'existe pas au Moyen-Âge. C'est très exactement ce que je suis en train de vous dire depuis une demi-heure. La tolérance, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Donc c'est très facile de dire que la tolérance n'existe pas au Moyen-Âge. Il dit, mais attention, Al-Andalus n'est pas une exception. Donc on pense qu'il va la comparer avec d'autres terres du monde islamique médiéval. Pas du tout. Il dit, c'est pareil que le Liban, que la Yougoslavie. Chaque fois qu'il y a des musulmans, ça donne ce genre de situation, de guerre civile. Bon, alors,
ce qui vise d'abord, ce sont les Lumières françaises. Et il explique que, dans la vision notamment d'historiens comme Évariste Lévy-Provençal, qui écrit une histoire d'Al-Andalouse dans la première moitié du XXe siècle, il est, Lévy-Provençal, complètement aveuglé par le romantisme français. Le romantisme français, disent-ils, c'est bien facile, les Français n'ont pas eu à voir, eux, les Juifs et les musulmans de cette façon. Nous, on était aux premières loges, on a su ce que c'était. Et le romantisme français a inventé donc la tolérance andalouse. Suivent de nombreuses pages sur les femmes opprimées, ce qui est toujours très drôle dans la bouche d'un catholique intégriste, mais bon, cette volonté de défendre les droits des femmes est toujours magnifique. Les femmes opprimées, c'est le marqueur du discours islamophobe. La condamnation de la musique et des plaisirs par les pieux musulmans, etc. Bien sûr, le sort également réservé aux Juifs, mais ça, ici, il n'y appesantit pas trop parce qu'il est assez d'accord avec Sanchez Albornoz sur le fait que les Juifs ont quand même handicapé l'existence historique de l'Espagne. C'est comme si on jugeait, par exemple, également pour revenir sur cette question des Juifs, c'est comme si on jugeait le Moyen-Âge français, notamment à l'époque de Saint-Louis, à l'aune simplement du traitement qui a été réservé aux Juifs. Ça serait quand même extrêmement compliqué. Bon, le résultat de cet ouvrage est tout à fait médiocre, c'est très, très mauvais. Ça ne doit son audience qu'à son statut de contre-thèse, de travail de démystification. Et la pauvreté de l'argumentation n'a pas empêché quand même Séraphine Fanjul d'être reçue à l'Académie royale d'histoire en 2012 en Espagne et de trouver en France un précieux relais dans les années 2000 dans la Fondation Polémien, un site d'extrême droite. Mais là, maintenant, il est tout à fait cité partout. Et dans le Figaro Histoire qui vient de sortir, que vous trouvez dans tous les kiosques, le titre, je ne le comprends pas, c'est... d'Al-Andalus à la Reconquista ou de la Reconquista à l'Andalus, donc le titre est incompréhensible puisque les deux ont existé en même temps, eh bien c'est à lui qu'on donne la parole. C'est quelqu'un dont tout le monde rigolait dans les amphis il y a 20 ans. Et là, il est présenté comme un historien tout à fait sérieux. Presque pas aussi caricatural, mais presque. Et là, plus dangereux, parce que ça ne vient pas forcément d'un camp qu'on pensait être passé à l'attaque. Presque aussi caricatural, un ouvrage de deux philosophes, Yves-Charles Zarka et Cynthia Fleury, « Difficile tolérance », paru en 2004. Je ne sais pas si... Cynthia Fleury, on la voyait beaucoup à un moment, c'est une philosophe avec une queue de cheval. Très exactement comme Séraphine Fanjul, Cynthia Fleury tente de bâtir son analyse sur la question suivante. Pourquoi le Moyen-Âge islamique n'a-t-il pas inventé la tolérance en des termes élaborés par l'Europe au XVIIe siècle? Pourquoi le Moyen-Âge n'a pas inventé la tolérance, alors précisément qu'il a été confronté dès sa naissance à une diversité de confessions? Alors, formuler un tel sophisme est un peu compliqué pour l'historien, parce qu'on pourrait se demander aussi pourquoi les Mayas n'ont pas inventé l'avion à réaction, c'est vrai, parce que... Donc, c'est assez étonnant. Donc, évidemment, aucun historien ne peut répondre, mais elle, si... En fait, il s'agira de montrer que le problème de la coexistence, autrement dit de la cohabitation politique, ne s'est jamais réellement posé dans les pays musulmans. C'est même plus la question de la tolérance, c'est la coexistence. Bon. Et partant l'idée de tolérer l'autre ou d'accorder à l'autre une place égalitaire, non plus dans la mesure où musulmans et non-musulmans n'habitent pas la même maison ou le même domaine. Les musulmans ne partagent avec personne le dar al-Islam. C'est justement ce qui fait la définition de leur domaine. Bon, alors, la stupidité du propos, le dispute à l'ampleur des confusions, il n'y a pas besoin de revenir, mais visiblement, elle n'a pas compris la notion de dar al-Islam. Mais ce qu'elle nomme cohabitation politique, si a bel et bien existé, c'est même l'une des caractéristiques de la société islamique médiévale, laquelle est impériale, je le disais dans la petite introduction. La chute du chapitre de Madame Fleury sur les dhimmis constitue là aussi un argument de choc qui fera sourire les historiens, qui fera sourire tout le monde. Elle dit « Personne aujourd'hui ne voudrait être un dhimmi du Moyen-Âge andalou. » Ah bah oui, ça c'est sûr. Et moi je disais que personnellement, pour rien au monde, je ne voudrais être soignée par un dentiste de la Renaissance italienne ou par un médecin des Lumières françaises. Pour rien au monde, je préfère mourir tout de suite. Alors, en guise de conclusion très rapidement, il est tout à fait anachronique de chercher la trace d'une tolérance médiévale au sens où nous l'entendons depuis le XVIIIe siècle.
Peut-être davantage si on retient la définition de la fin du XVIe siècle. Car de fait, il existait des types de coexistence entre communautés qui peuvent faire penser à ce que nous appelons la tolérance. Mais l'essentiel est de considérer Al-Andalus non pas comme un morceau, il ne faut pas que je dépasse, sinon je vais me faire... Bon. L'essentiel est de considérer Al-Andalus non pas comme un morceau d'Europe au destin très très particulier, mais comme une part du monde islamique médiéval. La société multiconfessionnelle qui s'y est épanouie n'étant rien différente de celle qui a prévalu à Bagdad, au Caire ou à Damas. Elle est constitutive du cadre impérial qui s'est mis en place dans les terres conquises par les Arabes au 7e et 8e siècle. L'État califal eut donc à gérer dès sa naissance même une pluralité de communautés de confessions différentes, expérience que n'a fait l'Occident latin qu'avec l'apparition du protestantisme. Les communautés juives sont considérées comme étrangères et comme le témoignage de ces gens qui sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas reconnu le Christ comme Messie. Ce sont les mêmes stratégies de cohabitation avec les populations vaincues que l'on retrouve en Égypte, en Syrie, dans l'Empire perse. Chaque fois qu'une terre est conquise, la toute petite minorité des conquérants tente de maintenir le statu quo. Les populations conservent leur liberté de culte. Les chrétiens, les juifs et même les zoroastriens en Perse ne sont pas contraints de se convertir à l'islam. Ils bénéficient en tant que gens du livre, c'est-à-dire de monothéistes détenteurs d'écriture que l'islam supposait cependant avoir été dépassé et abrogé par le Coran. Ils ont donc le droit à être des protégés du nouvel État islamique. Alors aussi, on était content, on avait trouvé un concept qui était celui d'État islamique plutôt que de dire État musulman, et puis on se l'est fait malheureusement piquer. Et c'est difficile maintenant de l'utiliser. Alors, les conquêtes arabes, donc je le disais, ne sont pas des guerres de conversion. Le but est d'établir une domination politique, de prélever le butin, puis l'impôt. L'interdiction d'exercer tout prosélytisme et en théorie d'édifier de nouveaux lieux de culte témoigne néanmoins de la nécessité pour eux de se faire humbles devant l'islam, seule religion véridique. La protection qui leur est accordée est assortie de dispositions fiscales, le paiement d'un impôt, la jizya, mais c'est donc la gestion de populations extrêmement différentes. Je passe, sinon ça va être trop long. D'autres prescriptions se sont rajoutées, qui sont pour la plupart attribuées au pacte à Omar, le deuxième calife, le pacte de Omar, qui est en fait postérieur de plusieurs siècles. C'est une référence juridique. On y trouve par exemple l'interdiction de prendre l'apparence des musulmans, ce qui impliquait le port de vêtements ou d'insignes distinctifs. Et très très souvent, il faut quand même distinguer la norme de la pratique. Les situations sont multiples, les évolutions sont permanentes. Il est extrêmement difficile d'en déduire une ligne générale de comportement du pouvoir islamique à l'égard des non-musulmans dans la diversité de l'Empire et dans cette très très longue histoire. Et puis, il y a bien sûr un effet de source. Ce sont les sources juridico-religieuses qui réitèrent ces interdictions et on ne sait pas toujours, surtout pour le Haut Moyen-Âge et notamment pour une large part de l'histoire andalouse, dans quelle mesure elles étaient appliquées. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un faisait l'histoire de la société française actuelle en regardant uniquement le Code civil et en déduirait que personne, absolument personne en France ne consomme du cannabis, étant donné que c'est un grand interdit. Bon. Je vais passer sur d'autres pour qu'on ait quand même le temps de la discussion. Je ne sais pas où j'ai mis ma... Oui, bon. Alors, la seule différence, je crois, entre l'Espagne et le reste du monde islamique, enfin, non pas je crois, mais c'est à peu près sûr, c'est que l'histoire de l'Espagne se clôt au XVe siècle. Donc c'est propice à toutes les réappropriations. Nul héritier ne s'en réclame plus. C'est tombé dans une sorte de pot commun universel, propice à toutes les interprétations. Et la clôture de cette histoire fait qu'on est passé de l'histoire au mythe, ce mot qui est encore dans le titre. Eh bien finalement, pourquoi pas? Gardons ce mot de mythe, non pas pour son acceptation négative, celle de récit faux, mais pour ce qu'il signifie d'universalité, d'intemporalité et d'exemplarité. Et puisque l'histoire est souvent
difficile, enfin incapable de déboulonner ou de pourfendre le mythe, alors gardons ce mythe, celui de la tolérance andalouse, et expliquons à chaque fois que la coexistence fut bien pratiquée, et soyons toujours attentifs à ceux qui veulent déconstruire ce mythe, parce que leurs intentions, on voit très très bien par quoi elles sont sous-tendues, et dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle, c'est toujours assez explosif. Je vous remercie. Ah oui, jeune. Alors, il y a aussi des gens qui prennent pas part dans le débat et on comprend pas bien. Association andalouse, gym de sport et de développement, la tolérance est la mère de la paix, n'est-ce pas? Bon, c'est pour ça c'est ni les tenants du mythe, ni les pourfendeurs du mythe, mais il y a aussi toutes sortes de choses comme ça qui sont étonnantes. Je clôt quand même avec l'annonce des prochaines séances. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel pour cette belle conférence qui nous a emmenés au cœur de l'histoire andalouse à travers le paradigme de la tolérance utilisé depuis les Lumières jusqu'à aujourd'hui. Une histoire traversée, et cette notion traversée par de nombreux débats, du plus sérieux au plus caricatural. Alors tu as bien expliqué à travers cette histoire andalouse, qui est une histoire passionnante, ce paradigme de la tolérance et de son usage, l'évolution de cet usage dans l'histoire andalouse, un concept qui a voyagé en France, en Allemagne, en Espagne, et puis aux États-Unis récemment. Et c'est un concept qui évolue toujours et qui est utilisé dans de nombreux débats selon où on se place. Donc il y a plusieurs tendances historiographiques, politiques aussi, pour expliquer et légitimer des réalités contemporaines. Il y a donc un besoin constant de faire appel à ce concept de la tolérance et tu as montré à la fin que ce concept a tout de même aujourd'hui, dans un contexte très tendu, son utilité. Alors, ce qui m'amène peut-être à poser la question, comment l'historien aujourd'hui réfléchit à ce paradigme de la tolérance. Tu as brossé l'histoire d'Al-Andalus entre toutes ces évolutions, avec ses splendeurs, ses divisions. Alors, je ne sais pas, est-ce que je peux poser des questions pour lancer un tout petit peu le débat progressivement? Alors, je commence par la position de l'historien aujourd'hui. Comment l'historien dans la cité, puisqu'on est dans la cité, comment il peut réfléchir à cette question de la tolérance et à la question de la coexistence entre les religions? Je remercie beaucoup. Vraiment... je pense que donc, l'historien y répond de cette façon, en montrant quelle est l'histoire de ce motif. L'historien y répond aussi par différentes formes d'engagement. Je pense que dans ce moment, c'est ce que je disais au tout début, d'obsession à l'égard de l'islam. Il est important aussi de présenter cette histoire, de montrer que ce monde islamique a une histoire et soi-même de considérer, non pas qu'on doit évidemment porter la bonne parole, je pense aux gens qui travaillent sur l'histoire de l'islam, mais à montrer qu'il y a un rôle dans la cité et que les approximations, les racismes, etc., peuvent être quand même combattus. Donc c'est presque un rôle militant que devrait avoir l'historien, notamment en faisant en sorte qu'il y ait des cours d'histoire de l'islam dans toutes les universités et non pas dans 5 ou 6 universités. Je parle au niveau des départements d'histoire. Voir aussi la façon dont est enseignée l'histoire de l'islam dans le secondaire. Je regardais, grâce au manuel de ma fille, le programme de 5e, où on dit que ce qui explique les conquêtes islamiques, c'est la volonté de propager la religion musulmane au 7e siècle, et que c'est ça qui est le ciment des conquêtes. Il y a beaucoup de choses à faire, mais qui ne sont pas simplement le fait des historiens, mais aussi des citoyens.
Alors je vais revenir à un... Je sais pas. Oui. Après. Oui, vas-y. Alors. Oui. Vas-y, on va essayer à Mohamed Afedi le temps de finir son propos, et puis après on va commencer de... Alors, je vais revenir sur des questions plus historiques et surtout, peut-on considérer, par exemple, que les mots arabes, je rappelle, les mots arabes sont ces communautés chrétiennes qui étaient la majorité de la population andalouse, et les musulmans convertis ont contribué à former une civilisation originale. Original, oui, pas tant que ça à l'échelle du monde islamique, si ce n'est que peut-être en Al-Andalus, ces chrétiens, moins contribué à la vie de cour et à la vie intellectuelle qu'en Orient. Hein. Il y a un historien spécialiste des mots arabes qui s'appelle Cyril Hayet et qui montre qu'il y a extrêmement peu d'écrits mots arabes. Il y a essentiellement des réflexions sur des œuvres de l'Antiquité ou des pères de l'Église. On n'a pas du tout l'ampleur de la participation intellectuelle de communautés chrétiennes à la vie de cour ou à la vie intellectuelle à l'égard de ce qu'il y a en Syrie ou en Égypte. Hein. On a très très peu de choses sur les mots arabes andalous. Donc oui, tout le monde a contribué. Il y a toujours évidemment un effet de source. Après, moi, je pense que je suis pas sûre qu'il faille continuer à utiliser le terme de civilisation. J'ai l'impression qu'il essentialise lui aussi. Que civilisation, c'est peut-être le mot qu'on a utilisé pour remplacer celui de race à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. On a considéré que peut-être qu'il fallait changer de concept. Mais civilisation, alors là, il y aurait... Si on prend par exemple l'histoire des sciences, alors il y aurait la civilisation islamique, la civilisation juive, ou l'histoire des sciences juives, l'histoire des sciences islamiques, etc. Ces savants pratiqués ensemble. Donc civilisation me semble toujours un petit peu compliqué. Mais là aussi, ce sont des débats que doivent avoir les gens, les groupes de gens, pas simplement les historiens. Parce que c'est difficile de trouver aussi des mots, des termes. L'une des grosses difficultés que nous avons aussi, c'est celui de islam avec un I minuscule, la religion musulmane, et islam avec un I majuscule, qui est une construction politique, l'empire, un monde social. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une perméabilité totale entre le religieux et le politique, ce qu'il y aurait moins quand on parle d'Occident latin. Hein. Donc les mots aussi que nous utilisons il faut y réfléchir. Est-ce que c'est original? C'est toute l'histoire de l'historiographie d'Al-Andalus. Les Espagnols ont toujours voulu montrer que l'Espagne était originale. Je pense que les Syriens ou les Égyptiens font exactement pareil. Et les Français par rapport à ces horribles ennemis héréditaires que sont les Anglais aussi. Oui, il y a des sources qui montrent l'originalité et puis d'autres qui affirment au contraire l'immense fidélité à l'Orient. Le fait que les Andalous se présentent toujours comme des Orientaux, enfin les Andalous, les savants andalous, hein, parce que le paysan qui gratte la terre du côté de Cordoue, lui, on ne sait pas du tout ce qu'il pensait. Hein. Donc il y a eu du moins la constitution d'une culture générale née d'influences réciproques, certainement des emprunts dans tous les domaines, linguistiques, littéraires, artistiques, mais il n'y a eu qu'une culture dominante en quelque sorte, que ce soit à l'époque andalouse ou à l'époque chrétienne. C'est-à-dire il y a toujours la culture du pouvoir dominant donc c'est le pouvoir musulman dans un premier temps et le pouvoir chrétien dans un deuxième temps. Alors j'ai une autre question sur le regard ou l'acceptation de l'autre. Faut-il distinguer l'attitude des élites et celle des masses? C'est-à-dire... C'est des questions faciles. Hein. Merci beaucoup, Mohamed, ça fait plaisir. Non, c'est toujours pareil, c'est la question des sources. Je pense qu'il y a des grandes différences aussi selon les époques. Par exemple, jusqu'au XIe siècle, en Al-Andalus, et ça l'archéologie l'atteste, il n'y a pas de quartier séparé entre chrétiens, juifs et musulmans. Il n'y a pas de nécropole séparée. Pour le coup, l'archéologie nous renseigne sur beaucoup de choses. Il y a un cimetière qui a été fouillé près de Madrid du IXe siècle où les gens sont enterrés comme des musulmans mais avec une petite croix dans la main, hein, histoire d'avoir autant de gages possibles. Alors, moi, je suis intimement persuadée, mais c'est indémontrable,
que 8e, 9e siècle. Le 9e siècle, la majorité des gens ne savaient pas du tout ce qu'ils étaient. Alors, entre le bon vieux fond païen, qui devait quand même pas être très très loin, vous rajoutez, alors là aussi avec d'immenses différences selon les villes, les campagnes, selon les classes sociales. Pour beaucoup de gens, ça devait être très compliqué. Je vous rappelle que la première traduction du Coran, en latin, c'est Pierre le Vénérable en 1143. C'est quand même extrêmement tardif. Donc l'islam a certainement dû être vu, comme dans d'autres endroits, d'abord comme une hérésie chrétienne, une de ces multiples écoles chrétiennes qui sont pas toutes d'accord sur la nature du Christ. Mais pour la plupart, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que les gens pensaient. Mais en revanche, on constate qu'il n'y a pas de quartier à part jusqu'au XIe siècle, pas de nécropole à part. Et ça dit quand même quelque chose. Ça dit quand même quelque chose. Et les sources que nous conservons, qui sont pour beaucoup aussi des sources juridiques, répètent tout le temps la distinction, la barrière, la ségrégation. C'est pour ça que c'est très facile pour les gens qui veulent pourfendre le mythe d'aller chercher des bouts. Des bouts dans les sources. C'est très facile. Mais est-ce qu'on ne le dit pas en permanence parce que ça, justement, ce n'était pas appliqué. Bon, après, c'est toute la difficulté des situations historiques. Par contre, il est vrai qu'au XIe, XIIe siècle, les choses changent. Et d'une certaine façon, il y a beaucoup moins de tolérance en Al-Andalus qu'en Orient. Parce que les chrétiens, à partir de la fin du XIe siècle, du XIIe siècle, en Al-Andalus, les chrétiens d'Al-Andalus, ceux qu'on appelle les mozarabes, peuvent être perçus par les pouvoirs comme une sorte de cinquième colonne, comme des traîtres potentiels de l'intérieur. Et là, il y a des déportations de gens vers le Maghreb, il y a des communautés mozarabes qui partent en Espagne chrétienne. Et à cet égard, il y a beaucoup moins de tolérance qu'il y en avait en Orient. Mais comme le paradigme s'est fondé sur la tolérance andalouse, parce que c'est un morceau d'Europe, c'est comme si finalement ces Arabes avaient été tolérants parce que ça avait été des Européens. C'est un peu comme ça qu'on voit élaborer ce motif de la tolérance andalouse. Moi, ce que je voulais juste dire aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre d'où l'on parle, d'où vient ce motif. On peut le déconstruire, on peut le reconstruire comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Les réalités que pratiquaient ces sociétés, elles nous sont beaucoup moins accessibles que... Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est par la force des choses, c'est-à-dire par des explications ou des facteurs économiques, surtout fiscaux, plus que l'esprit de tolérance qui a rendu possible la présence de communautés chrétiennes en terre d'islam et de minorités, par exemple les minorités modéjars dans les royaumes chrétiens? Là aussi, c'est des situations historiques extrêmement différentes. Les moudéjars sont les musulmans qui se trouvent dans les terres qui ont été reconquises par les chrétiens. Donc on est à des périodes plus tardives, du XIIIe jusqu'au XVe siècle, et même au-delà, avec Grenade, avec toute une partie du XVIe siècle. Ces moudéjars qui, pour un certain nombre de pouvoirs chrétiens, castillans et aragonais, sont perçus quand même comme les détenteurs d'une grande culture, puisque c'est à eux qu'on demande de construire les palais, notamment le palais l'Alcazar de Séville, qui est un palais arabe, construit pour un souverain chrétien. Et après la reconquête, la conquête de la ville, le passage entre les mains des chrétiens. Donc les statuts, les situations de ces populations sont extrêmement difficiles, en sachant que là aussi l'évolution historique est extrêmement nette entre la période où ils sont l'immense majorité. Est-ce qu'on peut convertir de force une immense majorité? C'est pas du tout le but du pouvoir. Le but du pouvoir, c'est de prélever l'impôt, c'est d'assurer la possibilité de la gestion de ces communautés. C'est pas la conversion. Et puis, les contextes évoluent, bien sûr, tout au long du Moyen-Âge, avec des enjeux très différents. J'ai peut-être une dernière question qui concerne la question de la langue. C'est un puissant facteur d'intégration ou, entre guillemets, d'assimilation culturelle. C'est un élément qui revêt une place centrale dans la constitution de cette identité, entre guillemets, espagnole plurielle. Oui, la langue, on a des textes même très anciens, notamment Loge de Cordoue, au moment de la question des martyrs de Cordoue. On a des évêques qui disent « Oh là là, quelle tristesse !» Donc on est...
la fin du 8e siècle et surtout au milieu du 9e siècle, des évêques qui sont en Espagne musulmane, qui disent quelle tristesse, parmi les jeunes chrétiens, il y en a 5 ou 6 qui parlent le latin, qui sont capables d'écrire une vraie lettre en latin. Ils sont tous séduits par la langue du conquérant, ils composent en arabe, et c'est vraiment... Pardon ? Et donc c'est vraiment terrible de voir qu'ils ont oublié leur culture. C'est la culture des vainqueurs qui est une culture évidemment séduisante. C'est ce qu'a montré Cyril Hayet. Il y a des choses qui sont absolument passionnantes. Vous avez des zones d'Asturies ou des zones des Pyrénées qui n'ont jamais été conquises par l'islam, ou au 9e siècle, au 10e siècle, on peut donner aux enfants des prénoms arabes parce que c'est la culture impériale, comme on appellerait nous aujourd'hui quelqu'un Kevin, parce que ça fait anglais. Enfin, ça fait anglais, ça fait américain. Bon, il y en a qui s'appellent Marwan parce que ça fait arabe, c'est-à-dire que ça fait impérial. C'est classe. Donc, la séduction de la culture et de la culture des vainqueurs opère toujours. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Alors... Oui, la langue. Donc tout le monde, les élites sont arabisées, bien sûr. Nous avons un micro à vous faire passer pour vos questions, vos interventions. Alors, je vais allumer la lumière, par contre. Alors, ouais, je viens de voir une question là. Ah ouais. Alors, le monsieur. Mais moi, j'étais pratiquement plus répondu, j'avais oublié. Oui, ma question est en rapport, bien évidemment, avec l'actualité et le lien avec cette période. On a, en vous entendant, compris que le grand problème, c'est à un moment donné de savoir où se situe le partage entre le religieux et le pouvoir, et que la notion de tolérance laisse entendre quelque part, effectivement, qu'il y a une tolérance. Justement, c'est de ça dont il s'agit. Alors que, et je crois que c'est Jean Daniel qui le disait, le grand espoir pour l'islam, c'est effectivement de pouvoir se situer dans des fonctionnements laïques où, effectivement, nous ne sommes plus dans une logique de tolérance. Nous sommes effectivement dans une séparation du pouvoir et du religieux. Jean Daniel allant jusqu'à dire, d'une certaine façon, que ce qui se passe en France, l'islam de France aujourd'hui, est un grand espoir pour l'islam. Moi, j'irais jusqu'à dire que ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui est effectivement un grand espoir pour l'islam. C'est-à-dire ce qui a été fait par les Lumières, justement dans cette logique de séparation du pouvoir et de l'Église, l'islam a des difficultés à rentrer dans cette logique-là, et on le voit bien pour les multiples raisons que l'on pourrait évoquer, et que là, aujourd'hui, on a quelque chose de tout à fait exceptionnel qui est en train de se passer dans le monde islamique, à la fois par ce qui se passe en France et à la fois par ce qui se passe en Tunisie, parce qu'ils sont arrivés à avoir une constitution qui, justement, et ça n'a pas été simple, qui, justement, sépare le pouvoir du religieux. Sauf que en islam, il y avait 3 grands courants, vous avez évoqué les chiites, il y a 3 califats, donc 3 tendances politiques différentes, malgré qu'ils exerçaient un pouvoir. Vous parlez du Moyen-Âge quand j'ai montré les 3 califats, là? Non, j'ai pas entendu. Oui, vous avez évoqué le chiisme. Oui. Sunnite. Oui. Quelque chose. Et le 3e, je ne l'ai pas. Donc, non, c'est 3 califats. 3 califats, mais dont 2 sont sunnites en théorie. Voilà, mais donc c'est 3 politiques différentes. 3 malgré politiques, un seul pouvoir en place. 3 empires. 3 empires, donc, qui ont des organisations politiques et sociales similaires sur certains plans, différentes sur d'autres. Je suis désolée, j'ai pas bien compris par rapport au chiisme. Oui, il y a un califat qui est chiite, mais... On évoque l'islam aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui. L'islam, on évoque tendance chiite, tendance sunnite. Oui. Nous,
Oui. C'est le malheur, c'est peut-être le problème de l'islam. Emmanuel, il y avait une question juste avant. Est-ce que vous vous rappelez de la question de monsieur ? Oui, tout à fait. C'est la difficulté de répondre à cette question. L'islam, quel islam ? Qui ? Tous les musulmans, quel groupe ? L'islam en France, qui ? C'est qui l'islam en France ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on dit le christianisme en France ? Est-ce que ça vient immédiatement à l'esprit de tout le monde que c'est un groupe qui est constitué, qui a une cohérence ? Il y a toutes sortes de musulmans en France, toutes sortes de gens qui considèrent qu'ils ont des attaches avec le monde musulman, qui ne le sont peut-être pas forcément. Enfin, après, je suis complètement d'accord avec vous sur la Tunisie qui vit quelque chose de tout à fait étonnant et exceptionnel et qu'il faut encourager. Mais j'ai pas de réponse particulière. Je crois que c'était plus des remarques et je suis tout à fait d'accord. D'autres questions ? Vous allez prendre le mien, ça va être plus simple. Ouais. Il y a une question devant. Ok, une question devant. Non, il l'a. Oui, c'est plus simple. Bon, bonsoir. Vous avez parlé de dhimmi comme étant des protégés. Avant de venir ici, j'ai lu un petit peu de la littérature sur le sujet. Il y avait aussi les Mawali, qui étaient des clients, et alors, si j'ai bien compris, des non-arabes convertis. Voilà. Alors, est-ce que ça fait partie de la communauté des dhimmi ? Non, ce sont des musulmans. Mais ce sont à la base des non-arabes convertis. Oui, mais convertis. Les dhimmi, c'est ceux qui ne sont pas musulmans. Ah, d'accord. Les Mawalis, c'est les clients convertis à l'islam, berbères, hispaniques, persans, qui se rattachent par des liens de clientélisme, on les appelle plutôt Moualad en Espagne, mais Mawali en Orient, qui se rattachent à ceux qui les premiers ont été les convertis, c'est-à-dire les Arabes. Donc ce sont des non-Arabes, mais convertis à l'islam. D'accord. Est-ce que, alors le mot protégé, je le prends au sens propre, ils étaient protégés de quoi ? Et s'ils n'étaient pas protégés, qu'est-ce qu'ils y risquaient ? Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas dhimmi, qu'est-ce qu'ils y risquaient ? Ce sont les protégés du pouvoir, comme une masse fiscale qui est important de ménager. Ils sont protégés par le pouvoir, c'est-à-dire qu'on leur permet d'exercer leur culte et d'être gérés par leurs propres élites. C'est d'une certaine façon ce qui nous semble pour nous si différent au Moyen-Âge, c'est d'une certaine façon la personnalité des lois. Les chrétiens sont encadrés par des tribunaux chrétiens en Al-Andalus, les juifs par des tribunaux juifs à partir du moment où ce sont des affaires internes à la communauté. Et donc, c'est à la fois communautariste et protecteur. Ce qui nous semble, nous, si étonnant par rapport à notre modernité, c'est précisément le Moyen-Âge avec des communautés qui peuvent coexister, qui sont néanmoins dans une société avec parfois une loi englobante, mais qui, d'une certaine façon, et pour les affaires courantes, s'auto-gèrent. Donc, ils sont les protégés. Là aussi, il y a une diversité de situations selon les périodes, selon les moments, par exemple. Les Almohades, ces berbères qui prennent le pouvoir en Al-Andalus vers 1147, 1150, les Almohades abolissent la zimma, abolissent la protection. Donc, il y a une situation qui est tout à fait nouvelle. La protection, en fait, la coexistence ou la tolérance, pour finalement assumer ce terme anachronique, c'est l'absence de persécution. C'est déjà pas mal. Ça s'appelle le Moyen-Âge. C'est-à-dire que la façon dont nous imaginons que les gens et les sociétés entrent en conflit sont quand même tout à fait différentes avec les situations que nous connaissons maintenant. Il y avait une question devant ? Alors c'est une question, je ne sais pas si... oui, voilà, c'est une question, donc justement sur la même chose, sur les dhimmi. Moi, ce que je connaissais de ça, c'était qu'effectivement, c'était une protection pour les juifs, mais en fait, c'est une protection pour tous les non-musulmans, dans tous les royaumes arabes. Enfin, dans tout la Syrie, voilà. Donc tous les gens qui étaient... je voulais simplement vous poser une question historique, donc c'est pas sur le Moyen-Âge, mais ce que j'ai toujours entendu, c'est que cette fameuse dhimmi, ça avait continué par exemple dans le Maghreb, par exemple pour les juifs du Maghreb. Et ce que j'ai entendu aussi, donc j'aimerais que vous me le confirmiez, c'est qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale,
quand les Juifs ont commencé à être persécutés, ils sont allés voir au Maroc. Oui, voilà, oui. Qui était en disant qu'effectivement, à partir du moment où ils avaient un impôt, on leur devait protection, et ça a fonctionné. Est-ce que vous pouvez me confirmer parce qu'il y a on entend beaucoup de choses là-dessus en ce moment, justement avec Alors, toute la question des dhimmis, ce sont en théorie les gens qui sont déjà monothéistes, donc juifs et chrétiens. Mais par réel politique, l'Empire arabe a également accordé ce statut à des zoroastriens dans l'ancien Empire perse, au motif que l'enseignement de Zarathustra avait été mis par écrit au VIe siècle. Donc, on voit bien la réelle politique. C'est-à-dire que autant l'islam se présente comme l'achèvement des monothéismes antérieurs, judaïsme et christianisme, autant les religions, les cultes du feu dans l'ancienne Perse, a priori, ils ne devaient pas avoir ce statut. Et toutefois, ils l'ont eu par réel politique parce que, précisément, c'était des majorités qui n'étaient pas, au moment, évidemment, de la conquête musulmane, et il ne s'agissait pas de leur imposer cette domination. Ensuite, le statut a tout à fait évolué. Il est aussi figé par un certain nombre de textes juridiques, mais c'est un arsenal que le prince a à sa disposition et qu'il peut choisir d'appliquer ou de ne pas appliquer. Il est évident que dans des moments de crise politique, de crise sociale, il va y avoir à certains moments où on va utiliser ce que l'arsenal du statut de dhimmi procure comme droit au souverain. Après, oui, bien sûr, c'est arrivé jusqu'à l'époque contemporaine. Alors après, oui, Mohamed V, la protection des Juifs... oui, bien sûr, oui. Oui, mais alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Batyeor et qui écrit sur la dhimmitude. Ça veut dire la fille du Nil. C'est une Israélienne d'extrême droite. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle fait partie de ces gens qui expliquent que c'est un statut tellement horrible, les dhimmis, c'est tellement horrible, etc. Mais pour le coup, ça s'appelle le Moyen-Âge. Je veux dire, essayez de voir comment vivait un paysan à côté de Marseille au 8e siècle. C'est pas parce qu'il était d'une autre confession que la situation devait être particulièrement facile. Il y a un rapport à la violence, à la difficulté qui est complètement différent. Après, l'utilisation du système de dhimmi jusqu'à l'époque contemporaine, dans des situations que je ne connais pas. Je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire contemporaine. Je ne peux pas vous les décliner. Je connais un peu mieux la situation du Maghreb et notamment du Maroc. Donc oui, ça continue à fonctionner. Mais écraser les gens qui reviennent éternellement sur le statut des dhimmis, je ne parle pas du tout de votre question, mais dans un certain nombre de débats, c'est pour insister sur le fait que ces protégés étaient en fait des humiliés. D'accord ? Mais ça semble insupportable à la modernité. C'est quelque chose de normal au Moyen-Âge. Je vais vous poser une question, mais elle ne veut pas me donner. J'ai le micro, mais je vais le passer. J'ai une question sur un nom qui a été cité, un qui n'a pas été cité. Dire peut-être un peu plus sur Lévi-Provençal. Parce que quand même sur la pensée d'Al-Andalus, c'est pas rien. Et notamment quand on avait fait le premier numéro de la revue La Pensée de Midi, on avait publié un texte de Lévi-Provençal sur les troubadours, puisque c'est un rapport beaucoup à la littérature, et qui était assez important parce que c'était sur le débat Provence-Méditerranée, et qui aujourd'hui, je dirais, le combat identitaire se revendique beaucoup de la Provence, ou plutôt du provençalisme, et oublie que, ce que montre d'ailleurs très bien Lévi-Provençal, c'est que les troubadours, ça n'existe pas sans les Adjal, les Moachas, etc. Donc peut-être quelques mots sur Lévi-Provençal, et puis aussi sur une autre figure qui participe peut-être de la mythologie, mais qui est quand même intéressant et qui a beaucoup revendiqué Américo Castro, c'est l'écrivain espagnol Juan Goytisolo, avec les chroniques sarrasines, avec Don Julián, etc., et qui essaie de relire, de mettre en récit une relecture hétérodoxe de la culture de l'héritage d'Al-Andalus. Ce qui montre bien que c'est un héritage universel et que précisément, si on assume l'anachronisme, on assume cet héritage et on peut ensuite, de la même façon que les variations du oud ou de la guitare, on peut décliner à l'infini sur tous les thèmes et notamment dans la littérature. Pour revenir 2 secondes sur Évariste Lévi-Provençal, j'ai oublié sa date exacte de naissance, mais il naît à Alger.
Il meurt, si mes souvenirs sont bons, en 1962, je crois. Voilà. Il naît en Algérie, d'une famille juive algérienne. Il a beaucoup enseigné au Maroc. C'est un très grand arabisant, c'est un très grand découvreur de textes andalous, notamment dans les bibliothèques marocaines. Et la plupart, une partie essentielle des sources que nous connaissons aujourd'hui, c'est lui qui en a découvert les manuscrits dans les bibliothèques privées marocaines. Et donc, il a écrit une histoire d'Al-Andalus qui a été interrompue par sa mort prématurée, ce qui fait qu'il n'a pu traiter que de la période du califat. Mais il a fait toutes sortes de traductions et toutes sortes de publications sur les périodes almoravides et almohades. Mais il construit son œuvre sur une œuvre antérieure à laquelle il rend toujours hommage, qui est celle d'un néerlandais orientaliste, Reinhard Dozy, qui écrit en 1861 une histoire des musulmans d'Espagne. Alors pour lui, ça l'intéresse jusqu'à l'arrivée des Berbères. Après, c'est une autre histoire, ça l'intéresse plus. Et Dozy Lévy-Provençal va rééditer l'œuvre de Dozy et il en est en grande partie tributaire pour les 10e et 11e siècles. Mais donc, c'est le grand nom de l'histoire andalouse, le maître de la plupart des gens qui travaillent sur Al-Andalus et l'auteur de pages tout à fait essentielles. Son histoire de l'Espagne musulmane, son histoire du califat sont essentielles. Avec, à mon avis, des choses qui sont à dépasser, notamment une tendance à faire pour beaucoup une histoire ethnique, plus qu'une histoire politique. Donc c'est les Berbères contre les Arabes, c'est bon. Mais les Berbères et les Arabes, c'est des groupes autour de l'État qui sont des groupes militaires et qui, au moment du califat, s'affrontent. Cette histoire ethnique, elle est sous la plume de Lévy-Provençal quand il évoque l'Espagne du Xe ou du XIe siècle. Ça résonne un peu parfois de l'écho de la fin des sociétés coloniales des années 1950, où finalement on n'arrive pas à faire en sorte, où il y a une séparation entre la puissance coloniale et les indigènes, quoi. Il y a quelque chose, on n'échappe pas à son époque. Non, heureusement, sinon il n'y aurait plus d'historiens, quelle horreur. Ah, Jeanne. Enfin, mais je ne sais pas si je vais le rendre là, le micro. Une question, c'est par rapport à tout ce qui a été dit, de tout ce que vous avez dit, là, c'est quelle a été l'influence des croisades sur la politique andalouse et sur les relations, je dirais. Alors, en théorie, la première bulle de croisade, c'est pas 1095 à Clermont pour aller délivrer Jérusalem, c'est en 1063 pour aller reprendre une forteresse en Espagne contre les musulmans. Simplement, ça n'a pas du tout marché. Donc après, l'histoire pontificale a en quelque sorte étouffé ce précédent et fait de 1095 la première véritable bulle de croisade, c'est-à-dire celle qui promettait la rémission plénière des péchés. Parce qu'il s'agissait évidemment de reconquérir Jérusalem. Mais la formulation était pratiquement identique dans celle de 1063 pour la prise de Barbastro, qui a été prise par... Alors, vous savez que le terme de croisade est postérieur aux croisades. C'est-à-dire que jamais les gens se sont dit « Allez, je pars en croisade » ou « Je suis un croisé ». C'est postérieur de peu. Peut-être, Yann, tu connais mieux que moi, mais je ne sais pas, peut-être dès la fin du XIIIe siècle, non ? Plus tard, 14e. Oui. Donc le terme de croisade est en partie postérieur. Après, il est intéressant de voir que quand Alphonse VI de Castille prend Tolède en 1085, il s'auto-intitule lui-même empereur des deux religions. C'est-à-dire des chrétiens et des musulmans. Il ne dit pas « je viens chasser tous ces horribles musulmans », pas du tout. Il se pose dans une figure impériale, c'est-à-dire dans une figure de domination politique. Moi, je pense que les identités religieuses se cristallisent beaucoup au cours, en tout cas moi c'est ce que je vois en Al-Andalus, au cours du XIe siècle. Alors, les croisades ont eu toutes sortes de répercussions, notamment les pogroms antisémites, contre les communautés juives, notamment dans les communautés juives rhénanes qui ont été massacrées par les croisés. Après, en Al-Andalus même, en Espagne musulmane, les croisades ont un effet assez atténué. C'est vraiment la reconquista chrétienne et encore par moments, mais là aussi,
le discours de la croisade ou de la contre-croisade sont aussi des discours de légitimité politique. Le souverain dit « je vais faire ça parce que je suis pieux, parce que… » etc. Mais les croisades qui se passent en Orient n'ont que peu de répercussions sur l'histoire andalouse même. Saladin demande aux Almohades d'envoyer le renfort de sa flotte. Le souverain almohade ne veut pas du tout, il a autre chose à faire. Je peux juste ajouter à la suite d'Emmanuel, c'est que ce qui est intéressant surtout pour Al-Andalus, c'est que à la fin du XIe siècle, s'est développée l'idée de la reconquête. Et cette idée de la reconquête, elle a été développée par des moines mozarabes qui ont fouillé Al-Andalus musulmane vers la partie chrétienne et donc ils ont commencé à étudier, à développer cette idée de reconquérir l'Espagne de visigothique, etc., etc. Mais voilà, c'est à peu près exactement. Bien évidemment, il y avait l'appui de la papauté à ces expéditions. Donc il y avait un appui très fort par la papauté aux monarchies castillanes et aragonaises pour reconquérir Al-Andalus. Parce que, pardon, la chronique mozarabe de 754 ne précise pas une seule fois que l'agresseur est musulman. Ce sont des païens, ce sont des horribles gens qui viennent nous conquérir, mais pas à aucun moment dans cette chronique mozarabe, donc écrite par des moines chrétiens réfugiés dans l'Espagne chrétienne, il est question d'islam. Il faut du temps avant de comprendre. Oui, je voulais dire que après l'avoir entendu un jour sur France Culture, j'ai voulu acheter et lire le livre de Séraphine Fanjoul, extrêmement documenté et passionnant, je dois dire, pour moi. Hein. D'ailleurs, le libraire me dit qu'il en a vendu beaucoup. Mais ça montre bien qu'on est dans un contexte terrible. Cette polémique me rappelle un peu un livre que j'ai lu il y a quelques années de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Absolument, c'est le même. Qui m'avait passionné aussi. Et je finis par me dire que peut-être, excusez, c'est un peu abrupt, mais il existerait peut-être dans le monde universitaire un entre-soi qui interdirait, parce que je sais qu'ils ont été vilipendés, Guggenheim aussi, et est-ce qu'il n'existerait pas un entre-soi universitaire qui interdirait toute autre manière d'aborder les sujets un peu périlleux? Je vous remercie de votre question directe. D'abord, je pense pas qu'il existe un entre-soi. Merci pour votre question, vous avez tout à fait raison de la poser. Je pense que, par définition, l'université est quelque chose d'ouvert. Nous accueillons des millions d'étudiants, des milliers, des centaines de milliers. Nous en discutons avec eux de tous ces sujets. Et je pense que l'entre-soi universitaire, ou cette espèce d'horrible petite clique de penseurs de gauche qui se réuniraient entre eux et qui comploteraient contre la nation et le roman national, est un... Pardon ? Non, vous avez raison. Mais je me permets parce que, pour moi, par exemple, le livre de Sylvain Guggenheim est une caricature, précisément. Et qu'il est universitaire, lui aussi. Hein. Il a écrit sur un sujet qu'il ne connaît pas. Il est spécialiste des chevaliers teutoniques aux alentours de l'an 1000. Ça ne lui donne pas non plus une expertise. Il a été professeur. Alors, Aristote au Mont-Saint-Michel est donc un livre qui a été publié par Sylvain Guggenheim et qui explique que les principaux textes de la philosophie grecque, et notamment Aristote, ne nous sont pas parvenus par l'intermédiaire des traductions arabes qui avaient été faites notamment à Bagdad au IXe siècle, mais qu'il y avait une connaissance des textes d'Aristote en Occident, et notamment au Mont-Saint-Michel, où il y avait un certain Jacques de Venise qui aurait traduit Aristote. Vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que nous ne devons pas au monde arabe la connaissance de la philosophie grecque, qui est notre héritage à nous, pas à eux. Hein. Jacques de Venise, il y a 2 occurrences sur Jacques de Venise dans les textes.
il était au Mont-Saint-Michel. On ne sait pas s'il est resté 2 heures pour changer de cheval ou s'il y est resté 40 ans. Et s'il a traduit Aristote, alors franchement, c'était un des plus grands mystères. C'est un des mystères les mieux gardés de l'humanité. Il y a eu une réplique à ce livre. Pour répondre, je veux vraiment vous répondre sur le fond, qui s'appelle Les Grecs, les Arabes et nous, avec notamment Alain de Libera. Où pour le coup, ce sont des gens qui sont spécialistes de cette histoire intellectuelle, de cette histoire des sciences, et qui ont bien montré qu'il ne s'agissait pas d'une thèse et d'une contre-thèse qui valaient de la même façon toutes les deux scientifiquement, mais qu'il s'agissait en fait de la part de Sylvain Guggenheim, d'une volonté de torpiller ce qu'il présente comme la version officielle, qui est ce que nous devons aux Arabes, et qu'il est extrêmement difficile pour les historiens des sciences, pour les gens qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans sur ces sujets, d'accorder la moindre valeur scientifique aux arguments de Sylvain Guggenheim. Donc on peut trouver la thèse séduisante, mais on ne peut pas dire qu'elle est étayée scientifiquement. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il explique est un tissu d'ânerie. Alors, c'est peut-être effectivement répété dans un petit milieu de gens qui pensent tous pareil, mais il n'empêche qu'à un moment, même si l'histoire ne détient pas la vérité, même si il y a des choses qui sont des contre-vérités, et il faut les souligner. Le livre de Fanjul, vous prenez les textes médiévaux, vous en prenez, vous pouvez extraire des citations, vous pouvez faire dire n'importe quoi. Il fait 700 pages, oui, bien sûr. Et là, dans cette version-là, oui, mais madame, qu'est-ce que ça veut dire documenter ? Vous savez que les gens qui veulent démontrer l'existence des soucoupes volantes sont capables de faire des livres de 1500 pages. Je veux dire, c'est facile de documenter. Vous pouvez prendre toutes sortes d'extraits de sources musulmanes, de sources médiévales. On peut démontrer, on disait tout à l'heure, je disais tout à l'heure en rigolant, pourquoi les Mayas n'ont pas inventé l'avion à action, mais on peut faire dire n'importe quoi à des textes quand on les tronque. Si on ne restitue pas les contextes de production et si on ne restitue pas sous forme, en reprenant, en incluant cette citation dans l'architecture d'une argumentation ou d'un texte. Je veux dire, on peut faire tout, mais prenez vous-même, je ne sais pas, par exemple, prenons aujourd'hui le mariage pour tous, d'accord ? Bon, vous prenez des extraits de citations du Figaro, des extraits de citations de l'Humanité, des extraits de citations de tracts qui ont été distribués dans les manifestations. Vous regardez la manif pour tous, vous pouvez faire dire tout et n'importe quoi sur n'importe quel thème. Or, précisément, la méthode de Fanjul est d'extraire de très courtes citations, essentiellement de sources juridiques, qui sont des sources pour édicter la norme, pour dire ce qui doit être, et il en déduit, voilà ce qui se pratiquait réellement. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je pense que la vraie posture de l'historien est de dire que pour l'essentiel de ces choses, on n'en sait rien. On n'en sait rien de la pratique quotidienne de la coexistence de ces gens. Or, Fanjul dit que lui, il sait et que ça se passait mal. D'accord ? Et Guggenheim, là, pour le coup, c'est autre chose, c'est de l'histoire des textes, en disant la langue arabe est inapte à penser le logos grec, a-t-il dit ? Enfin, je veux dire, c'est ahurissant d'écrire des choses pareilles pour quelqu'un qui, en plus, n'a jamais fait d'arabe. Dans le cas de Guggenheim, c'est très facile de dire que ce qu'il écrit est stupide. Dans le cas de Fanjul, qui est lui-même arabisant et qui prend des petits bouts de citation, on n'en fait rien. Enfin, imaginez aujourd'hui de construire une opinion, quelle qu'elle soit, sur un extrait de texte juridique. Vous en déduirez rien sur la façon dont les gens vivent. Rien. Donc, à mon avis, c'est un très mauvais livre. Et non seulement c'est un très mauvais livre, mais le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, fait qu'il a une bonne réception et que des gens même comme vous le trouvent bien. Il y a 20 ans, on rigolait, tout le monde rigolait de Fanjul. Et maintenant, il est dans toutes les librairies. C'est là où, effectivement, on a quand même, d'une certaine façon, du souci à se faire et qu'on a changé d'époque. Et l'éditeur, l'artilleur, ben oui, c'est un éditeur d'extrême droite, oui. Non, c'était pas le cas de Guggenheim. Alors,
Il y a encore une ou deux questions ? Oui, vous nous avez montré tout à l'heure sur la première carte que l'invasion, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, la conquête du Maghreb n'avait précédé que de quelques années celle de l'Espagne, enfin de la péninsule ibérique. Vous nous avez bien rappelé que le but n'était pas la conversion et qu'on avait tout intérêt à ce que les populations soient soumises à la loi de la dimitude pour apporter plus. Donc comment est-ce que vous expliquez que la population de la péninsule ibérique est majoritairement restée chrétienne et que celle du Maghreb s'est très très largement convertie? Alors, on sort précisément avec Sylvie Denoy d'un congrès, enfin d'un colloque sur l'intégration de l'Afrique du Nord à l'Empire islamique. En fait, on sait très peu de choses sur le Maghreb. On sait très peu de choses. C'est extrêmement difficile, notamment pour des raisons, il y a eu très peu de fouilles archéologiques. C'est très difficile de trouver des églises du 3e et 4e siècle, à part évidemment dans les centres urbains. Du coup, ce qui amène les romanistes à relativiser en partie donc les spécialistes de l'Antiquité, de l'époque impériale, mais aussi de l'Antiquité tardive, qui arrivent donc à relativiser l'empreinte laissée par Rome sur toute une partie de l'Afrique du Nord, en dehors des centres urbains. On ne sait pas ce qui se passait dans les montagnes berbères. On sait très, très peu de choses. D'autre part, là aussi, l'archéologie dit des choses parfois assez drôles. Hein. Par exemple, c'est ce que disait Mehdi Ouirgat, hein, dans les fouilles jusqu'au XIIe siècle, dans les fouilles de zones qui ont été occupées par des populations, il y a une majorité d'os de sanglier. Hein, donc on mangeait du cochon. Bon, on induit quoi? Qu'ils n'étaient pas musulmans, qu'ils mangeaient de toute façon quand même du sanglier. Bon, là aussi, on peut dire toutes sortes de choses. Le Maghreb pose problème, d'autant qu'il y a un certain nombre de sources qui ont intérêt à présenter des sources médiévales, qui ont tout à fait intérêt à présenter une conversion massive et très très précoce des Berbères, d'autres sources au contraire qui montrent une thèse différente, donc c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a une si grande différence que ça avec l'Espagne. Encore une fois, nous savons pour les centres urbains et pour les élites, mais nous savons très peu de choses sur les populations. Je vous le disais, ce cimetière du 9e siècle près de Madrid est assez intéressant quand même, sur le fait qu'il y a encore des gens qui peuvent être étonnamment enterrés de façon chrétienne et musulmane à la fois. Alors, une autre question ? D'abord, merci pour votre exposé. Et je voudrais savoir aussi, est-ce qu'il y a une différence, comment dire, il y a une différence entre l'Orient et l'Occident, parce que les Orientaux appellent tous l'Afrique du Nord et tout ça, c'est des Occidentaux, des musulmans occidentaux. Autre chose que je voulais savoir, est-ce que vraiment c'est des Arabes qui ont vécu en Espagne ou bien en Afrique du Nord? Et je voudrais savoir aussi la différence, le Moyen-Âge chrétien et le Moyen-Âge musulman, qui actuellement, c'est le Moyen-Âge musulman, qui se battent entre plusieurs religions, enfin les chiites, les sunnites. Et le Moyen-Âge chrétien, c'était entre les chrétiens et je voulais savoir aussi si les Arabes, ils ont fait comme les Francs quand ils ont colonisé la Gaule. La Gaule est devenue française et c'est comme ça que l'Afrique du Nord est devenue arabe. Alors oui, ce que nous disent les sources, et bien évidemment, c'est que ce sont des Arabes qui ont conquis Al-Andalus, même si en 711, ce sont essentiellement des contingents berbères. Mais il y a ensuite l'arrivée d'Arabes, et notamment des princes omeyyades, qui ont intérêt dans leurs sources à raconter l'histoire de leurs origines arabes. L'histoire de leurs origines arabes qui sont tout à fait... Ces origines qui sont indissociables de l'histoire des débuts de l'islam. Donc les sources qui sont rédigées en Al-Andalus du 9e et même jusqu'à la fin de l'histoire d'Al-Andalus insistent sur l'identité arabe. Après, la réalité de la présence arabe, c'est difficile. Par exemple, dans les dictionnaires biographiques andalous, les dictionnaires qui recensent tous les savants,
Il y a 2 fois plus de noms arabes dans les dictionnaires du XIIIe siècle que dans les dictionnaires du XIe siècle. Vous n'allez pas me dire qu'il y a eu une arrivée massive d'autres arabes. Non, c'est parce qu'il est beaucoup plus important pour un certain nombre, il est essentiel pour beaucoup de gens de se rattacher à une généalogie arabe fictive ou d'avoir un patronyme arabe, parce que ça vaut aussi noblesse, érudition, c'est un critère de distinction. Mais vous savez, j'ai entendu l'autre jour à la radio que tout Français qui a au moins 3 grands-parents nés sur le territoire descend de Charlemagne. Donc, nous avons tous des généalogies tout à fait prestigieuses. Donc, tout le monde descend de... Après, ce qui est intéressant, c'est les discours d'affirmation de l'identité. Après, sur le Moyen-Âge chrétien, le Moyen-Âge musulman, les guerres, les Français, les Anglais étaient chrétiens des 2 côtés. Ça ne les a pas empêchés de faire plein de guerres. Hein. Donc, les guerres sont rarement simplement à but religieux. Et puis, votre dernière question ? La guerre entre les musulmans, entre les 3 califats. La guerre entre les 3 califats ? Non. Peut-être. Entre les musulmans. La guerre entre les musulmans. À la guerre entre les musulmans. Les chiites entre les chiites. Alors ça, c'est évidemment un long débat, mais pour l'Espagne des débuts du califat omeyyade, il est essentiel de montrer que ce sont les plus purs et les plus nobles des Arabes qui arrivent en même temps que les Omeyyades, et notamment la noblesse kouraïchite et celle de Syrie et de Damas. Parce qu'il y avait une différence. En Espagne, il y avait des... Oui, les Arabes occidentalisés... Les statuts, alors que chez les musulmans orientaux, ça n'existe pas. Il y a un islam occidental, il y a un islam aussi oriental, comme ça existe actuellement. Oui. Oui, enfin, il y a des... Alors, on a beaucoup de choses à annoncer. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant de... Encore une dernière ? Allez, une dernière. Et après, on fera quelques petites annonces. Oui, je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre l'avènement du franquisme en Espagne et la Reconquête. Pour moi, je fais ce lien. C'est clair. Mais bon... En tout cas, le franquisme s'appuie bien évidemment sur cette idéologie de la reconquête, de la reconquista qui a innervé en profondeur l'histoire de l'Espagne depuis les grandes chroniques espagnoles. Avec des troupes marocaines, bien sûr, mais bon. Non, il y a quelque chose, hein. Bien sûr, enfin en tout cas dans la Constitution. Mais regardez la façon dont aujourd'hui un certain nombre de gens instrumentalisent Poitiers. Et... Les Francs, les Francs. Qui c'est qui avait parlé des Francs ? Il y a une question sur les Francs. Ah oui, monsieur, sur l'invasion de... Non, je ne sais plus la question. Comment la France et comment la Gaule est devenue française. Ouais. On devrait d'ailleurs revendiquer massivement qu'on remette à la France le territoire d'Aix-la-Chapelle, une partie de la Belgique et des marais de Franconie dont sont issus les... Voilà, c'est quand même le berceau. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute, toutes ces questions. Je suis désolée, je ne suis pas extrêmement capable de répondre sur des périodes plus contemporaines. Mais merci en tout cas de vos questions.